Ce que vous voyez là, c'est l'un des sentiers de grande randonnée les plus célèbres au monde. 170 km et plus de 10 000 mètres de dénivelé positif pour contempler le toit de l'Europe sous toutes ses coutures. Une sorte d'odyssée qui demande en règle générale 7 à 10 jours d'effort pour en venir à bout. Mais depuis quelques années, chaque fin d'été, on observe sur ce GR Tour du Mont Blanc des promeneurs, pas comme les autres. Eux ne marchent pas. Ils courent. Eux ne mettent pas une semaine pour arriver à bout du sentier, mais à peine plus de 20 heures. Je vais tout de suite vous spoiler, ces humains sont des extraterrestres. Et ils ne sont pas là par hasard. En fait, ils viennent des 4 coins du monde pour participer à la course en montagne la plus mythique et la plus prestigieuse au monde, l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est la course de tous les superlatifs, 171 km pour 10 000 mètres de montée donc, soit 4 marathons et 2 ascensions de l'Everest depuis le camp de base. Une folie. D'ailleurs, lorsque vous en prenez le départ, votre objectif premier n'est pas de faire un temps. Non, c'est simplement de le terminer, d'en devenir un finisher. Lors de la première édition de l'épreuve, en 2003, seuls 67 des 663 participants sont parvenus à rallier la ligne d'arrivée. Ça fait 90% d'abandon. À l'époque, le public clairsemé accueillant les coureurs à l'arrivée ne pouvait cacher son incompréhension face à ce spectacle saugrenu. Mais c'était pourtant la naissance d'un mythe. Puis les années ont passé, les participants ont augmenté, se sont aguerris et le taux d'abandon est redescendu à peine plus de 30%. En fait, l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, c'est la locomotive d'une discipline qui grandit à une vitesse folle, le trail, et de sa branche la plus difficile, l'Ultra Trail. Et depuis 10 ans, la discipline se professionnalise. Ce qui n'était encore qu'un simple hobby devient pour certains un travail, et des athlètes inconnus se transforment en stars admirées dans le monde entier pour leur endurance, leur résistance physique et leur force mentale hors du commun. Beaucoup sont français, une des nations majeures de l'Ultra Trail, mais le plus connu est espagnol, ou plus précisément catalan. On le surnomme l'ultra terrestre, et c'est mon chouchou. Mais en fait, c'est aussi le chouchou de quasiment tout le monde. C'est un peu l'élu. Ce prodige, c'est Kilian Jornet. It will be possible. Look at Kilian, he's passing! Là, il est au départ de la 19e édition de l'UTMB. Nous sommes en 2022 et vous ne savez pas encore pourquoi, mais il a l'occasion d'entrer dans l'histoire. Mais juste avant de passer à l'action, laissez-moi vous présenter Honkai Star Rail, qui sponsorise cette vidéo et peut également vous offrir un petit break gaming entre vos sessions running. Bon, pour vous parler un peu du jeu en lui-même, un peu comme un trailer ou une traileuse qui explore les différents cols d'une montagne, nous incarnons là un personnage, mais cette fois dans l'espace, où votre but est d'explorer les différentes planètes de l'univers pour sauver le monde. Bon, oui, la comparaison avec le trail s'arrête là, car en plus, Honkai Star Rail est quand même un jeu de combat. Au tour par tour, vous pourrez affronter en équipe de nombreux personnages, avec, je l'espère pour vous, autant de talent que notre équipe de France de judo par équipe au dernier JO. Et bon, je ne prends pas cet exemple au hasard car le jeu vient d'ailleurs tout juste de sortir sa version 2.4, où tous les personnages sont invités à retourner au Luofu de Changzhou pour participer à un festival compétitif d'arts martiaux. Et l'arrivée de cette nouvelle mise à jour s'accompagne aussi de l'apparition d'un nouveau personnage, Jiao Qiu. Lui, c'est un peu le Malong du jeu, un stratège ingénieux et rusé qui excelle dans les manœuvres en coulisses et dans le déploiement de stratégies. Son coup ultime, infliger des dégâts à tous les ennemis qui l'entourent grâce à son éventail de plumes. Ah, et pour vous parler de son régime alimentaire, il mange épicé, très épicé. C'est sa thérapie alimentaire. Mais bon, si de votre côté vous vous lancez dans une compétition, un ultra trail par exemple, je vous conseille quand même de la jouer safe et de vous en tenir à une bonne assiette de pâtes, histoire de mettre toutes les chances de votre côté. Et enfin, dans la version 2.4, vous retrouverez de nombreux ajouts, comme la prison des enchaînés, le retour du personnage populaire Sparkle, mais également le nouveau look de March 7th. Mais bref, si Honkai Star Rail vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous connecter dans les 7 jours pour obtenir 10 passes spéciaux du Star Rail qui pourront vous aider à obtenir Jiao Qiu. Enfin, si vous êtes nouveau joueur, je vous glisse un lien en description pour télécharger le jeu et obtenir 50 jets stellaires. Encore merci à eux de collaborer avec la chaîne pour cette vidéo. Et de notre côté, on quitte les planètes pour revenir à la montagne. Mais il a l'occasion d'entrer dans l'histoire. Alors pour que vous compreniez bien ce qui se joue, je vais vous ramener un petit peu en arrière. Retour dans le passé de Kilian Jornet donc. Nous sommes dans les Pyrénées, à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. C'est là, dans ce refuge, où son père en est le gardien, que grandit Kilian. Du coup forcément, à 3 ans, l'enfant prodige gravit son premier sommet de 3000 mètres, puis à 6 ans, son premier 4000 mètres.
Kylian Jornet, c'est le profil idéal de l'ultra-trailer. 1m71 pour 58 kg, un physique léger et compact, un haut du corps sans muscles superflus, comprenez sans poids superflu, et un bas du corps renforcé en mode rouleau compresseur, façonné pour la montagne depuis le plus jeune âge. C'est aussi une endurance cardiaque exceptionnelle et des capacités pulmonaires surnaturelles. Sa VO2 max, c'est-à-dire la quantité maximale d'oxygène que son corps consomme, est autour de 90. Bon, si vous n'êtes pas expert, sachez juste que c'est phénoménal. Il pourrait sans problème devenir un grand coureur de semi-fond. Mais ce que lui aime, c'est la montagne, l'altitude, l'endurance, et donc les sentiers. Et c'est en 2008, lors de la 5e édition de l'UTMB, que Kylian arrive dans ce nouveau monde de l'ultra-trail. À ce moment-là, le Catalan a 20 ans, soit l'âge minimum légal pour participer à la compétition. D'ailleurs, cette année-là, il en est le Benjamin. C'est le premier ultra de sa carrière. Et à 20 ans, donc, Kylian va écraser tous les vieux loups de la discipline. T'as plus d'une heure d'avance, non? Non, presque, mais pas encore. Il s'impose en 20h57, une heure de moins que le précédent vainqueur et deuxième chrono de l'histoire de la compétition. En fait, la performance est tellement stratosphérique que le monde du trail n'y croit pas. Quelque chose ne tourne pas rond. Et ce sont des dizaines de coureurs qui portent réclamation. La suspicion est si grande que l'organisation préfère attendre le résultat des contrôles antidopage avant de lui décerner officiellement la victoire. Cette année-là, les habitués de l'UTMB croyaient avoir eu affaire à un tricheur. Mais ils comprendront très rapidement qu'il venait simplement d'observer les débuts du plus grand ultra-trailer de l'histoire du sport. Puis l'année suivante, en 2009, Jornet revient à Chamonix et s'impose une nouvelle fois. En 2010, il fait l'impasse, mais décide de revenir en 2011 et forcément l'emporte. 3e victoire, un record. En fait, il semble plusieurs crans au-dessus de tous les autres. Dès que Kylian participe à une course, c'est tout simplement une chance de victoire qui s'envole pour tous les autres. Mais bref, tout le monde attend Kylian en 2012 pour la passe de 4. Mais Kylian n'est pas là. Puis les années s'enchaînent et le Catalan ne revient toujours pas. À la place, il remporte presque toutes les autres courses auxquelles il participe et glane un à un les records de temps d'ascension des sommets les plus connus au monde. La montagne, toujours 4 heures, 57 minutes et 40 secondes. C'est le temps qu'il a fallu au supersonique Kylian Jornet pour escalader le Mont Blanc et en redescendre. Le champion espagnol de ski alpinisme a battu ce matin le record d'ascension du plus haut sommet d'Europe. Une série de quêtes secondaires donc, une sorte d'exploration extrême et atypique de notre monde. Avant le grand retour, en 2017, presque 10 ans après sa première victoire. Est-ce que vous êtes là, les traîneurs? Entre-temps, tous les autres ont pu apprendre, et le plateau n'a jamais été aussi relevé. C'est la course du siècle. Et à l'arrivée... Kylian Jornet! Monsieur Kylian Jornet Burgada, deuxième! Oui, deuxième. Bon, c'est toujours un excellent résultat, mais Kylian n'a pas gagné, et c'est la première fois. Alors tout le monde le comprend, Kylian est humain, Kylian est prenable. Bon, en vérité, il vient aussi de tomber sur un autre extraterrestre, le Français, également triple vainqueur de l'UTMB, François Daen. Piqué, le Catalan revient l'année suivante, en 2018. Mais Piqué, Jornet le sera cette fois par une abeille. Diminué à la suite d'une réaction allergique, le Catalan sera forcé d'abandonner. Et soudainement, c'est l'histoire parfaite entre l'UTMB et Kylian qui vient d'en prendre un coup. Puis les années suivantes, Jornet fait l'impasse sur la course, jusqu'à 2022. Nous sommes en début d'année, en février, et l'UTMB l'annonce en grande pompe. Kylian revient. Le roi est de retour. Hi everybody, I'm Kylian Jornet and this year I'm coming back to UTMB. Depuis, François Daen a engrangé une nouvelle victoire, la 4e, mais il ne sera pas présent lors de l'édition 2022. Alors oui, Kylian n'est plus vraiment le roi, mais en gagnant, il a tout simplement l'occasion de récupérer sa couronne. Maintenant, retour au vendredi 26 août 2022. Il est 18h à Chamonix, place du Triangle de l'Amitié, au départ de la 19e édition de l'épreuve reine de l'UTMB. Beaucoup de grands noms de l'ultra-trail sont là, mais surtout 2300 coureurs de 118 nationalités sont réunis pour une course d'anthologie. À ce moment-là, les rêves de toutes et tous sont encore permis. Car ensuite, entre bonheur et torture, la suite s'annonce dantesque. Il faudra pour la majorité des coureurs attendre près de 40 heures pour aller la ligne d'arrivée. Mais pour les meilleurs donc, pour Kylian et les autres que je vous présenterai bientôt. Le rendez-vous est déjà pris pour dans environ 20 heures. 20 heures, c'est un nombre important, car personne n'a jamais réussi à faire moins sur le sentier complet. C'est un peu comme la barrière des 2 heures au marathon, et celle de l'UTMB tient toujours. Alors pour les plus ambitieux, l'objectif c'est 20 heures. Quelques minutes de trop et ce sera sûrement la gagne qui s'envolera, mais quelques minutes de moins, et c'est l'assurance de rentrer dans l'histoire.
c'est parti pour cette UTMB 2022 pour un tour autour du Mont Blanc en passant chez nos voisins italiens, suisses et un retour à Chamonix en France. On va faire une grande balade de 170 km, c'est un petit peu ça, parce que ça va être intéressant dès le début de comment se comportent les athlètes favoris. Dès le début, le rythme imprimé est très élevé. Sur les parties roulantes, on tourne autour des 18 km/h. Le début de course en ultra, c'est à double tranchant, car tout va encore bien. Et en fait, heureusement, les sensations sont bonnes, mais une allure trop élevée et c'est l'explosion à la mi-course. Il faut donc lutter contre soi-même pour parvenir à se canaliser. Au début, il existe 2 stratégies principales. La première, c'est de jouer la course, s'adapter aux adversaires, essayer de suivre les bons wagons, ne pas laisser s'échapper les meilleurs. Et la deuxième, plus prudente, c'est de courir à l'allure cible, se tenir à son plan de course, à sa stratégie et respecter ses temps de passage, kilomètre après kilomètre. Maintenant, place un peu aux présentations. Lui devant, là, c'est l'Espagnol Pau Capel, et il fait son grand retour à Chamonix. Vainqueur en 2019, il est le détenteur du record de l'épreuve. D'ailleurs, il avait terminé si proche de la barre des 20 heures qu'il avait décidé avec son sponsor The North Face de tenter un défi fou. Briser la mythique barrière hors course. Le projet avait pour nom de code Breaking 20, en référence au célèbre projet d'Eliud Kipchoge. Mais Pau Capel avait échoué. Sans l'adrénaline de la course et dans des conditions difficiles, il n'avait pu faire mieux que 21h17, une heure de plus que son propre record. Cette année, il revient donc sur l'UTMB pour prouver qu'il sait comment gagner et surtout prouver qu'il sait comment passer sous la barre des 20 heures. Il court par rapport à un plan de course, il est là en tout cas, il a l'air d'avoir la forme. Il a creusé l'écart quand même, hein. C'est assez impressionnant, 33 minutes de course. Eh bien, on est parti sur 20 heures de course. Tout va bien pour l'instant pour Capel. Et il est très vite rejoint par Kilian Jornet. 2 jours avant la course, le prodige catalan a effrayé tous les observateurs en annonçant sur Instagram avoir été testé positif au Covid. Jusqu'à quelques minutes du départ, il avait laissé planer le doute sur sa participation. Mais il est donc bien là. Ouais, ça c'est une info importante. Il a pas laissé filer Pau Capel cette année. Et derrière eux, 2 Américains. Le premier, c'est lui, Jim Walmsley, le grand favori de cette édition avec Kilian. Déjà double vainqueur de la Western States et de plusieurs autres courses prestigieuses, il est le meilleur espoir de victoire masculine côté américain. Mais l'UTMB reste sa bête noire. We have received confirmation from the race organization that Jim Walmsley is officially out of the 2021 UTMB. Jim Walmsley, the superstar, another disappointment. C'est simple, il a abandonné 2 des 3 fois où il en a pris le départ. D'ailleurs, il a voulu mettre toutes les chances de son côté, en décidant de s'installer en France, dans le Beaufortin, sur les terres du quadruple vainqueur François Daen. Le deuxième, c'est Zach Miller. Lui aussi est maudit sur l'épreuve. 2 abandons en 2018 et 2019. Alors, lui aussi, il a une revanche à prendre. Les deux ont un objectif, devenir le premier Américain à remporter l'épreuve chez les hommes. Puis nos 4 premiers prétendants se rejoignent. Mais ce groupe ne durera pas longtemps car dès la sortie du premier ravitaillement, à Saint-Gervais, kilomètre 21, Jim Walmsley et Kilian Jornet reprennent la tête, et ce n'est pas si étonnant. Car en écoutant les principaux observateurs du circuit, on comprend très vite que seul un homme peut tenir tête à Kilian, l'autre monstre de l'Ultra Trail, celui qui domine le continent américain mais qui peine encore à l'UTMB. Jim Walmsley. Kilian qui va rentrer sur Jim, donc le duel qu'on annonçait, Jim Walmsley, Kilian Jornet, a bien lieu, et ça nous promet une course vraiment palpitante. Mais les difficultés n'ont pas vraiment commencé. Nous ne sommes qu'au kilomètre 35, à Notre-Dame de la Gorge. C'est là que l'on quitte la vallée pour une nouvelle ascension, le col de la Seigne, symbolique passage de la France vers l'Italie. C'est là que l'on quitte la foule aussi. Mais surtout, c'est là que l'on célèbre l'entrée dans l'un des passages les plus difficiles et importants de la course, la nuit noire. Et c'est donc le moment pour nous de quitter la lumière pour s'enfoncer dans la pénombre. Pour tous, il s'agit de raccrocher un wagon pour ne pas rester seul dans l'obscurité. Car la nuit, tout est différent. La température baisse, le bruit laisse place au silence. Et il faut gérer la solitude. Mais surtout, c'est le moment où votre corps vous demande de vous reposer. Et si les amateurs peuvent s'offrir quelques heures de sommeil, pour nos prétendants à la victoire finale, pas question de dormir. Pour se préparer à cette privation, beaucoup ont augmenté la durée de leur nuit ou ont accumulé les siestes les jours précédents. Mais rien ne peut compenser le manque de sommeil pendant l'épreuve. Les muscles se fatiguent alors plus vite. Les risques de perte d'équilibre ou de chute s'accentuent. Et des hallucinations peuvent parfois se manifester. En fait, la nuit, c'est une sorte de juge de paix. C'est là que les premiers gros écarts entre favoris peuvent se créer. Et à l'approche de cette nuit, donc, Kilian Jornet et Jim Walmsley sont toujours devant. Derrière, un petit groupe se forme. Zach Miller, Pau Capel et Tom Evans, dont je ne vous ai pas encore parlé. Ancien militaire et coureur de fond, il est revenu de blessure cette année et a remporté 2 ultras de moyenne distance. Enfin, moyenne, vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, il lui faut maintenant prouver qu'il peut exister sur 170 km. Et juste derrière, on retrouve un Français.
Enfin. Donc là, oui, ça doit être Mathieu Blanchard qu'on voit, vous voyez, avec le short rouge. Oui, je sais, je vous avais dit en intro que les Français étaient forts sur l'ultra. Mais pourtant, sur cette course, je n'en ai encore évoqué aucun. En fait, les cadors de la discipline ne sont pas là. François Daen, le quadruple vainqueur, a préféré se concentrer sur la hard rock et la diagonale des fous, 2 autres courses mythiques. Et Xavier Thévenard, autre légende du sport, est diminué par des problèmes de santé. Alors cette année, pas de favori chez nos Français. Mais rassurez-vous, nous avons donc un gros outsider. C'est Mathieu Blanchard. Il a commencé la course à pied à 26 ans, puis il a progressé à une vitesse folle et s'est très vite orienté vers le trail. 3e l'an passé à l'UTMB, il fait encore partie de ceux qui cumulent un travail classique à côté de leur carrière d'ultra. Cette année, il a décidé de faire un début de course prudent et de respecter son plan de course. Puis après le 30e kilomètre, il a commencé à augmenter l'allure. Bon, pour l'instant, il est encore derrière, à quelques minutes de la tête de course. Mais il a en mémoire une chose, la remontada de Ludovic Pommeret lors de l'édition 2016. 50e avec un retard de 45 minutes sur la tête de course au début de la nuit, et proche de l'abandon, il avait fini par rattraper les coureurs les uns après les autres, prenant finalement la tête à 25 km de l'arrivée pour s'imposer. Alors Blanchard le sait, un ultra c'est long. Certes, il a un peu de retard, mais il lui reste du temps. En plus, il a de bonnes jambes, alors le podium est encore jouable. Et puis, lui a également un autre objectif dans un coin de la tête, la gagne. Vers minuit, les leaders passent le col de la Seigne, passage symbolique vers l'Italie. 1 heure plus tard, le long du lac Combal, Jim Walmsley profite de la partie roulante pour tenter de creuser l'écart. Puis vers 2 heures, c'est l'arrivée à Courmayeur, lieu du second ravitaillement avec assistance autorisée. Kylian Jornet, 1 minute 15 après Jim. 1 minute 15 after Jim coming in into the aid station. Et c'est le moment pour moi de vous parler un petit peu plus en détail de ces ravitaux. En fait, en course, que ce soit sur route ou sur sentier, plus la distance s'allonge, plus ils deviennent un facteur de performance capital, physiquement et moralement. En fait, le ravito, c'est un court moment, situé dans des zones précises, où il faut faire le plein de force. La plupart doivent être réalisés en autonomie par le coureur, avec des produits fournis par l'organisation. Mais vous venez de le voir, quelques-uns dérogent à la règle et autorisent une assistance. Alors bien sûr, cette assistance, c'est l'occasion pour l'athlète de se décharger d'un poids, celui de remplir lui-même ses gourdes, celui de chercher lui-même la bonne quantité d'aliments à emporter, et plus globalement, celui de gérer le temps de pause. Car si l'on ne peut pas gagner du temps en course, alors le ravito peut s'écourter pour permettre de rattraper du temps. Mais l'assistance a une autre visée encore plus importante, de celles qui peuvent changer le destin d'une course, de celles qui peuvent transformer un probable abandon en une remontée, ou au contraire, vous coupez les jambes. Cette visée, c'est de rebooster mentalement l'athlète, car après plus de 100 km seul ou presque, le corps humain est forcément amoché, et l'esprit aussi. Et ce qui nous maintient alors, c'est la tête. Alors, voir une personne de confiance, c'est plus qu'un soulagement. C'est un potentiel transfert d'énergie, via la parole, via le toucher ou le regard. Une sorte de magie qui peut être à double tranchant. Car lorsque l'on arrive au ravito et que l'on se plonge dans les yeux de son assistance, c'est un miroir de notre propre condition que l'on fixe. Si le regard est inquiet, choqué des séquelles qu'aura déjà laissé plusieurs heures de course sur le visage, alors l'athlète peut le voir, prendre conscience de sa condition. Et là, c'est la catastrophe. Mais bref, la nuit touche à sa fin. Les coureurs ont passé le plus haut sommet du parcours, le Grand Col Ferré, à 2537 mètres d'altitude. Et le soleil commence à se lever sur le massif du Mont Blanc. Et comme prévu, la sélection naturelle a bien eu lieu et les tendances de course se sont affirmées. Seuls les plus forts ont survécu. Jim Walmsley est sur un nuage et tient un rythme démentiel à l'avant. C'est énorme ce qu'est en train de faire Jim Walmsley. Il est en train de creuser l'écart, c'est historique. Si vous nous rejoignez, il est 6h22. Jim Walmsley qui est en tête et qui va venir pointer au passage au 110e kilomètre à la poulie. Ouais, il va lui rester 60 km. Ouais, manque de sommeil, 110 km effectivement déjà derrière eux et une foulée qui reste très bonne pour Jim Walmsley qui a l'air plutôt en forme. Sa foulée est encore pure et son visage serein. Derrière, Kylian Jornet est toujours en embuscade, mais il est maintenant à 6 minutes de l'Américain et semble déjà marqué. Ça va? Et le troisième, c'est Mathieu Blanchard. Le Français est en forme, il est en position de chasseur. Nous sommes à 12 heures de course, il en reste environ 8. On compte déjà 150 abandons et beaucoup d'autres commencent déjà à perdre pied. Le recordman de l'épreuve, Pao Capel, est toujours là, mais il est 8e et déjà décroché. Sauf surprise, ce ne sera pas son année. Nous ne sommes maintenant plus qu'à quelques kilomètres de Champellac, le prochain ravitaillement avec assistance. Champellac, c'est une sorte de petit Canada, un amas de chalets traditionnels entouré de forêts et perché à un peu plus de 1500 mètres d'altitude. Mais c'est surtout le juge de paix habituel de l'UTMB, car juste après, ce sont 3 montées qui s'enchaînent. Et depuis 2013, l'homme qui est ressorti en tête s'est à chaque fois imposé à Chamonix. Enfin, sauf une fois, en 2016.
lorsque Ludovic Pommeret avait réalisé l'exploit en remontant près de 50 places sur la deuxième moitié de course. Mais bref, cette histoire de Ludovic Pommeret, c'est simplement une anecdote que je vous donne. Comme ça. Champellac, nous y sommes presque. Et un homme est en souffrance, proche de la rupture. C'est Kilian Jornet. Et il est repris par Mathieu Blanchard. Oui, c'est Mathieu Blanchard. Kilian Jornet, quel rebondissement. Quand on vous disait que Mathieu Blanchard était costaud, il est en train d'attaquer Kilian Jornet. Quelle course de Mathieu Blanchard. Et il la met la pression parce que regardez, il commence à faire un écart. L'Espagnol est dans le dur, mais il s'accroche. Regardez le regard de Mathieu et Kilian qui est recollé quand même. Et le duo part chasser ensemble Jim Wamsley. Jim Wamsley dans la montée sur Champellac, ça monte fort, ça grimpe fort. Et puis en bas de cette descente, vous avez Mathieu Blanchard, Kilian Jornet en deuxième et troisième position. Puis ensemble, ou presque, ils arrivent au fameux ravitaillement de Champellac. Comment tu te sens? Tu te sens bien là? Tu te sens bien? Il m'a mis une mine à la montée. Il dit à tout le monde qu'il va dropper. Ok, il parle en catalan à tout le monde. Il est tous derrière toi, Mathieu, tu mérites cette place. T'as tout ce qu'il faut pour réussir, t'as tout ce qu'il faut pour réussir. Et qui aspire dans son siège, Kilian Jornet. Jim Wamsley était lui arrivé quelques minutes plus tôt. Mais quelque chose cloche chez l'Américain. Il ne s'est que très peu alimenté. Gotta keep eating, okay? I need to do something. I'm not eating too much. Okay. I'm drinking, but... Okay. Alright, it's okay. They're 15 minutes behind you. Matthew Blanchard strong and got up to Killian. Killian's not feeling there. Let's try and regroup, okay? Jim Wamsley est arrivé à Champellac avec près de 14 minutes d'avance sur ses deux poursuivants. Mais pourtant, seulement 1 heure plus tard, et alors que les caméras de l'organisation avaient perdu la trace des hommes de tête dans la forêt, seuls Kilian Jornet et Mathieu Blanchard en ressortent. Nous sommes dans la montée de Bovine, et tout le monde se pose alors la même question. Où est donc Jim Wamsley? Et là, on a un aperçu sur l'alpage de Bovine. On a vu tout à l'heure Kilian Jornet, on a vu Mathieu Blanchard. On devine un coureur qui a l'air de peiner, et c'est peut-être Jim Wamsley. No. Oh là là. Incroyable. Oh là 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 là, ce qui est en train de se passer. Pour Jim Wamsley, c'est la catastrophe. Un 3e craquage à l'UTMB. Épuisé, sans énergie, il n'avance plus. Donc là, les douleurs sont quasi indescriptibles. On est sur un épuisement musculaire. C'est même difficile de garder l'équilibre. On tangue à droite à gauche. On a juste une seule envie, c'est s'allonger par terre. Et là, il faut trouver les ressources ailleurs. Seul dans la montagne, il lui faut maintenant reprendre ses esprits au plus vite pour garder ses chances de victoire ou à minima conserver sa 3e place. Devant donc, la donne a changé. Ils ne sont plus que 2. Mathieu Blanchard, notre outsider, et l'extraterrestre Kilian Jornet. Certes diminué, mais qui a profité du retour de Blanchard et du craquage de Wamsley pour reprendre des forces mentales. Et là, la course est maintenant différente. Pour les deux, il n'y a plus qu'un seul objectif, lâcher l'autre sans se mettre dans le rouge. C'est difficile car la stratégie de course n'est plus la même. Il faut sortir de sa croisière, sortir de son flot, lancer des attaques et répondre à celles de l'adversaire. Lâcher quand on ne peut plus suivre, mais seulement un peu, jamais trop. Et ce type de course, c'est une dépense énergétique supérieure et extrêmement violente, après maintenant plus de 15 heures de course. Niveau rapport de force, c'est presque le statu quo. Kilian Jornet est au-dessus dans les montées, mais il souffre dans les descentes, alors les deux font l'élastique. Puis finalement, presque ensemble, nos deux leaders arrivent au ravitaillement avec assistance du Trien, kilomètre 140. Et Blanchard retrouve donc Alix, qui l'assiste depuis le début de la course. C'est bien mon père, c'est très très bien mon père. Faut que tu bombardes. Le meilleur, tu vas le choper, tu vas le choper. Allez, allez. Mais non, c'est pas trop dur. Mais non. Non, t'es fait pour ça, on va le faire. On va le faire ensemble, Allez, on bombarde. Allez, ça va le faire mon cœur, c'est normal. C'est dur, c'est normal. Regarde-moi dans les yeux, tu vas le faire. Tu vas le faire, tu le mérites, d'accord? Tu le mérites. Allez, c'est bientôt fini, tu l'auras fait, d'accord? Tu l'auras volé à personne. Avec toi, une petite flasque. Ok, très bien. Ok, très bien Mathieu. On est reparti Mathieu. On est reparti mon amour. Mathieu Blanchard qui raccourcit au maximum ce passage au ravitaillement et qui donc prend la tête tout simplement de cette UTMB. Encore une fois, malgré la difficulté, Blanchard sort devant. Et Kilian Jornet qui est plus posé. Mais qui n'a pas laissé partir quand même son adversaire principal. Non. Et Kilian le marque. Le mano à mano continue. Là on rentre dans une guerre psychologique, comme si c'était pas assez dur physiquement mais mentalement. Maintenant on rentre sur un duel. Et c'est maintenant l'heure de l'avant-dernière montée, celle vers le chalet d'alpage d'Etsep. 650 mètres de dénivelé positif avant d'attaquer la descente vers Valorcine, lieu du dernier ravitaillement avec assistance autorisée.
Dans la montée, c'est donc l'Espagnol qui a l'avantage. Il les pratique depuis l'enfance et gère à la perfection son effort cardiaque. Dans les pentes faibles, il court, mais son cœur ne s'emballe que très peu. Et dans les montées raides, sa technique lui permet de bien répartir son effort physique sur l'ensemble de son corps, pour soulager ses quadriceps, soit en s'aidant de ses mains, soit de ses bâtons. Par contre, comme dans les descentes, il est beaucoup plus difficile de soulager les muscles de ses jambes, alors il souffre le martyre. Dans les pentes faibles, c'est encore soutenable, car il peut allonger sa foulée et ainsi limiter la puissance des impacts. Mais lorsque la pente devient importante, il est obligé de la raccourcir, pour ralentir, mieux maîtriser ses pas, et ainsi éviter la chute. Chaque choc est alors un supplice, et la peur de voir son muscle lâcher grandit. Alors c'est là où le Français reprend du temps. Et après la montée jusqu'au chalet d'alpage d'Etsep, puis la redescente côté France vers Valorcine. C'est encore le statu quo. À toi, à moi, c'est le mano à mano qui se poursuit. Nous sommes maintenant au dernier ravitaillement avec assistance. Il ne reste plus qu'un véritable col à passer. Et c'est là que la victoire va se jouer. Alors que nous sommes désormais à quelques mètres du ravitaillement ici à Valorcine. Et c'est l'épilogue qui va débuter avec cette dernière montée, cette tête au vent qui va être le juge de paix de cet affrontement. On va gagner l'UTMB, ok? Regarde-moi bien, on va gagner l'UTMB, regarde-moi, ok? Allez. Purée. Non, pas de purée. Okay. Pas de purée. Non, purée là. Allez, go. Il y a Roger, il y a tout le monde. Gels. Ok, c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Donc 2 gels, c'est dit. Ok, c'est bon. Il y en a plus que 2. On y va. Tu vas gagner l'UTMB, Roger. Tu vas le faire, tu vas gagner l'UTMB, tu vas le faire. C'est tout simplement énorme là. Ouais, c'était vraiment une course. Même dans le ravitaillement, là ça y est, il n'y a plus une seconde à perdre. Et ils se sont regardés qui va sortir le premier. Mathieu a quasiment sprinté pour sortir devant Kylian de ce ravitaillement de Valorcine. Oh là 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 là, cette guerre psychologique, presque plus que physique, c'est énorme ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre. Derrière eux, Jim Wamsley est en souffrance. Il arrivera à Valorcine 35 minutes plus tard. Mais surtout, encore une fois, au bord de l'abandon. Can you pound a Coke? No, I ate too much at the last aid station. What? You haven't eaten anything. What do you want? I haven't eaten much. I heard Matthew's falling back, but Zach and Tom are gaining on you. I'm not sure I'm going to be able to hold them all. It's okay. Just do your best. You're doing great, okay? You got it. Pour Jim Wamsley, il faut donc tenir pour assurer le podium. Réponse en fin de course, et pour nous, retour à l'avant avec les hommes de tête. Il reste seulement 20 km, mais surtout 2 ascensions terribles. Le faux plat très montant du col des montées, et surtout, juste derrière, enchaîné, l'ascension de la tête au vent. 2,5 km pour 600 mètres de dénivelé positif, soit une pente moyenne de 24% lorsque toutes les parties de votre corps sont dans la réserve. Et tout ça après 150 km et 18 heures de course. Pendant ce temps-là, mais vous le voyez, Kylian a pris quand même quelques mètres d'avance sur Mathieu Blanchard. On a vu d'ailleurs le regard de Mathieu, peut-être un petit peu hagard. C'est vrai que sa compagne parlait beaucoup, lui un petit peu moins. Kylian Jornet, lui, il a jeté un petit coup d'œil. On avait regardé du coin de l'œil ce que faisait le Français pour bien repartir devant son adversaire et lui poser à minima une petite attaque. Ouais, une petite attaque qui fait quand même la différence. L'Espagnol a attaqué Blanchard dans le col des montées. Mais vient maintenant la tête au vent. Un peu moins d'1 heure de montée, c'est raide. Là au niveau musculaire il reste plus grand chose dans le moteur. Là il y a les crampes qui vont commencer à arriver. Ça va être très compliqué à gérer. On voit, en tout cas physiquement, Kylian Jornet commence à être marqué. Naturellement on le voit ventiler. Il va sortir les bâtons. Il est vraiment sur un rythme fou. Là c'est une attaque, une vraie grosse attaque. Les derniers écarts que nous avons, qui nous parviennent entre Kylian Jornet et Mathieu Blanchard font état d'un quart d'heure maintenant. 16 minutes d'écart d'un coup d'un seul suite à l'accélération de Kylian Jornet. Ne me regardez pas comme ça, Michel, ne me regardez pas comme ça, Morgane, je ne fais que lire. La vitesse d'ascension de Kylian Jornet est si absurde que l'on en vient même à se demander si la barrière des 20 heures ne pourrait pas tomber. Cette barrière mythique des 20 heures n'a jamais été vaincue, n'a jamais été battue. Et Kylian Jornet, après un nouveau record du côté de Zegama et Zekori, un nouveau record sur la Hard Rock cette année, est peut-être capable de s'envoyer à la fois un 3e succès, mais également un 3e record. Et les
les espoirs quand même sont toujours permis, je précise, pour Mathieu Blanchard. Derrière, il y a une partie plutôt plane avec ses balcons de Flégère et ensuite la redescente sur Chamonix qui sont peut-être favorables à Mathieu Blanchard. Mais les écarts, on vous parlait de un quart d'heure, de 10 minutes. Là, les deux hommes, c'est notre dernier pointage, c'est la tête au vent, arrivée imminente pour les deux. Donc l'écart n'est peut-être pas si élevé que cela. Il n'y a peut-être pas 10 minutes ou voire même 5 minutes comme nous l'annoncions il y a encore quelques instants. Mathieu Blanchard qui vient de passer effectivement à la tête au vent, donc on a un écart un petit peu plus solide. On aurait donc 9 minutes d'écart entre Kilian Jornet et Mathieu Blanchard. La barrière des 20 heures sur le parcours complet devrait, selon toute vraisemblance, tomber. C'est pas mal derrière pour Mathieu Blanchard. C'est bien. Il y a peut-être pas 10 minutes entre les deux hommes. Les écarts réels sont difficiles à calculer. Beaucoup d'informations circulent. Et lorsque Kilian Jornet arrive à la Flégère et qu'il ne lui reste donc plus que la descente, il pense déjà avoir fait le trou. Mais à la sortie du ravitaillement, on lui fait comprendre que rien n'est encore joué. 6 minutes, il est 6-7. Il lâche rien. 6-7 minutes. Mais 30 minutes plus tard, après une descente irréprochable, c'est bien le Catalan qui ouvre le bal des arrivées à Chamonix. On l'a découvert en 2008, il a remporté 3 fois l'épreuve, de retour en 2017 face au grand François Den, il avait terminé deuxième, on l'a vu au retour aux affaires, être capable de faire le grand écart, de gagner un 27, un 33 ou un 100 miles, il est le seul à l'heure actuelle à être capable de courir sur toutes les distances avec les meilleurs au monde. Il nous fait la joie d'être avec nous aujourd'hui pour remporter un 4e titre. Après son fabuleux exploit du côté de Zegama et le record, du côté de la Hard Rock, du côté de Sierzinal avec sa 5e place, de retour maintenant et l'enchaînement Hard Rock UTMB pour une 4e victoire ici sur le DMB. Monsieur Kilian Jornet Burgada sur la ligne d'arrivée à la première place. Il réalise la performance en 19h49-32. La barre des 20 heures est passée. 6 participations à l'UTMB, une 2e place, une piqûre d'abeille, mais surtout 4 victoires et maintenant un record. 19h, 49 minutes et 32 secondes. 30 minutes de moins que le record de 2019 de Pau Capel. Et surtout donc, moins de 20 heures. Encore une fois, Kilian Jornet vient de montrer qu'il était le plus fort, qu'il était la tête de gondole de cette discipline folle. Le duel attendu avec Jim Wamsley aura bien eu lieu, mais au final c'est un autre homme qui aura tenté de jouer les troubles faites jusqu'au bout. Il va aller les chercher, c'est moins de 20 heures lui aussi. Il va casser cette barrière mythique. Après sa 3e place de 2021. Le voici donc dauphin de Kilian Jornet. 19h, 54 minutes et 50 secondes. Un autre extraterrestre sous la barrière des 20 heures. Et c'est tout un symbole que ce soit Mathieu Blanchard qui le talonne. Car bien qu'ayant le même âge que l'Espagnol, il incarne cette nouvelle génération d'ultra-trailers. Arrivé sur le tard, il est la preuve que cette discipline se professionnalise et se développe à une vitesse folle. Entraînement, hydratation, nutrition, ravitaillement et mental. Chaque année, les limites de tous les facteurs de performance en ultra-trail sont repoussées. Et une chose est sûre, ce n'est que le début. Tom Evans termine lui 3e, une gestion de course parfaite pour le retour à la compétition du Britannique, qui complète le podium. Et derrière lui, 1h20 après Kilian Jornet, arrive le grand battu, Jim Wamsley. Son estomac lui aura encore joué des tours, mais cette fois-ci, il aura terminé l'épreuve. Puis après, ce seront 1790 athlètes, professionnels ou amateurs, qui parviendront à rallier la ligne d'arrivée à Chamonix. 68% de finishers. Le dernier, Tomio Suyama, terminera en 47 heures, 11 minutes et 53 secondes. Après avoir pris le départ vendredi à 18h, il sera donc arrivé dimanche, presque à la même heure, après 3 jours et 2 nuits d'efforts. Et là, c'est à se demander pourquoi ces hommes et ces femmes décident de s'infliger ça. Pour l'aventure, pour ce contact si particulier avec la nature, pour le dépassement de soi forcément. Mais je pense qu'il est difficile d'en comprendre totalement la raison, tant que l'on n'a pas couru un ultra. Car la montagne russe d'émotions par laquelle un athlète peut passer ne peut pas vraiment se décrire. Il faut la vivre. Et ce sentiment, il n'y a que peu de doute. Tous ces finishers s'en souviendront pour le restant de leur vie.